Je me souviens que l'idée a démarré il y a à peu près 8 ans. J'étais dans un restaurant libanais en train de manger une galette et j'ai eu cette image d'une troisième main. Et entre-temps, il s'est passé plusieurs choses. J'ai écrit mon journal sexuel, j'ai écrit un autre livre. Et je pense que cette troisième main, j'y revenais souvent. Et je la voyais vivre. Et par petits morceaux comme ça, l'histoire s'est composée très doucement dans ma tête. Et un jour, j'ai senti que je pouvais commencer à l'écrire. J'ai toujours été attiré par les histoires simples qui impriment une image forte dans l'esprit du lecteur et qui deviennent presque des proverbes. Par exemple, Dr. Jekyll et Mr. Hyde, cette nouvelle de Stevenson. Par exemple, Frankenstein, par exemple, Passe-Muraille, qui est aussi une nouvelle d'ailleurs. Une fois qu'on a lu le Passe-Muraille, et puis il y a une statue comme ça, on garde pour toujours l'image de cet homme qui traverse un mur. Il y a eu, à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, une série d'histoires, je pense aussi au portrait de Dorian Gray, qui à partir d'une citation simple et d'un fait fantastique, installait dans l'esprit public, j'allais dire, un nouvel imaginaire. Et voilà, c'est une période qui m'a toujours beaucoup inspiré et plu. 1914, mon premier roman, La synthèse du camphre, racontait l'histoire en partie de mon grand-père qui a été déporté pendant la Deuxième Guerre mondiale. J'ai commencé à écrire en parlant de la guerre et pour moi, c'était pas possible de revenir à la Deuxième Guerre mondiale qui est attachée à trop d'espaces toxiques et vénéneux. La Première Guerre mondiale est plus éloignée, elle oppose toujours la France et l'Allemagne, mais ça me semblait plus envisageable de faire advenir la fiction dans la Première Guerre mondiale que dans la Deuxième. Il y a quelque chose qui pour moi est encore un peu obscène à l'idée d'inventer de la fiction dans la Deuxième Guerre mondiale. Et puis la Première Guerre mondiale, elle n'est pas très éloignée des années folles, du surréalisme, de la naissance de Charles Trenet, d'une certaine manière de la naissance de Cocteau. Il y a tout un imaginaire qui me plaît bien. La troisième main commence à peu près au début de la Première Guerre mondiale, dans l'est de la France, à Besançon, donc non loin d'une zone de conflit, et raconte à la première personne le destin de Paul Marchand, qui a 14 ou 15 ans au début de la guerre. Le père de Paul est mort très tôt au front, il se retrouve seul avec sa mère, qui est fatiguée, et pour l'aider à subsister, il se loue auprès de fermes avoisinantes, il effectue des petits travaux, et il manque l'école quelques jours par semaine. Or un jour, il va livrer du lait, un peu trop près d'une tranchée, et puis un obus qui tombe du ciel. Il est balayé par le souffle d'une explosion et transpercé au niveau du ventre, vraiment comme ça, par le bras découpé, déchiqueté d'un soldat. Quand il se réveille, Paul a été recueilli par un scientifique fou, une sorte de Dr Frankenstein qui s'appelle Camille Gottschalk et qui a fait prendre la greffe, c'est-à-dire que sous son drap, il découvre au niveau du nombril cette main cousue à lui, qui est un bras entier, velu et vivant, et dont l'implantation dans ses viscères et le mélange des tendons qui se sont inscrits en lui fait qu'on ne pourra plus la retirer. Et de là, un problème, parce que Paul, c'est un garçon gentil, plein de moralité et de bonnes intentions, et cette main est vicieuse, perverse et toxique. Elle veut étrangler les hommes qu'elle n'aime pas, toucher les fesses des femmes qui l'attirent, chaparder à la moindre occasion, en découdre à quiconque lui tient tête. Voilà, pour le dire autrement, elle n'est pas civilisée et elle ne respecte aucune loi. Donc un problème majeur se pose, c'est comment vivre avec cette chose attachée à soi, qui a sa volonté propre, impérieuse et autoritaire, et souvent qui est qui est le propre ennemi du personnage. De là, il y a deux réponses qui vont apparaître. D'abord, Paul va découvrir qu'il peut communiquer avec cette main,
car si elle n'a pas d'oreille, elle peut l'entendre, et quand il lui donne un crayon, elle peut lui répondre sur papier. Donc il y a un dialogue qui va s'engager avec cette troisième main. Il va découvrir qu'elle appartenait à un soldat allemand, et il va peut-être, plutôt que d'essayer de la sangler et de la cacher sous sa chemise, il va peut-être réussir à négocier avec elle. D'autre part, c'est plus compliqué, parce que si cette main va le précipiter dans des situations désastreuses, elle va aussi à plusieurs reprises lui sauver la vie et l'aider. Lorsque pendant la guerre, Paul va être employé, ouvrier, dans une usine de boulons, une boulonnerie, évidemment grâce à cet auxiliaire secret, il va devenir le meilleur ouvrier de sa ligne. Et puis, il va aussi apprendre la magie et devenir un grand magicien. Et j'ai pratiqué la magie pendant quelques années, comme tu sais, et tous les magiciens, je peux le confirmer, ont déjà rêvé d'avoir une troisième main. Sans parler du talent artistique de cette troisième main, qui est très douée en dessin et qui sait jouer Bach, de la main droite au piano, comme personne. Je me suis beaucoup interrogé en écrivant ce livre sur les différentes, presque mathématiquement, les différentes modalités de dialogue et d'accident entre le personnage et sa troisième main. Je voulais qu'il y ait des moments où elle ait raison et lui tort, des moments où il est tort et elle raison, des moments où ils sont en conflit ouvert, des moments où ils sont obligés, j'allais dire, de se tenir la main, de compter l'un sur l'autre, des moments où elle est obligée de se cacher, des moments où elle est obligée de se révéler, qu'on explore toutes les possibilités de mise en scène et de dialogue qu'on peut avoir avec une troisième main. Quand il est magicien, cette troisième main est très utile. Dans le cadre intime, c'est plus compliqué. Parce que quand on a une troisième main, qu'est-ce qui se passe avec ses amoureuses? C'est la question que se pose Paul. Doit-elle intervenir, cette troisième main, dans leur vie intime, avec ses femmes, ou doit-elle être mise à l'écart? Il va y avoir plusieurs cas de figure. Il y a une femme à qui il ne va pas en parler, puis le jour où il se déshabille, elle découvre cette troisième main, elle est totalement effrayée. Il y en a une autre qui va adorer cette troisième main, érotiquement, qui va avoir envie de la faire intervenir sans cesse, et trop. Et puis il y en a une autre qui va savoir qu'elle est là et qui ne va lui accorder aucune importance pour tout miser sur Paul lui-même, sur le personnage. J'aime pas trop cette mystique, ce romantisme du romancier qui laisserait ses personnages vivre et qui ne réfléchirait plus et qui se laisserait dépasser par la fiction qui advient sous ses yeux. J'ai jamais vraiment cru à ça, mais ce qui est sûr, c'est que j'étais, au moment d'écrire, immergé moi-même dans ce monde, dans les années 10, dans les années 20, que j'étais entièrement avec le personnage, sur ces routes d'Allemagne, de Belgique et de France. Je voulais que le lecteur, ça c'est sûr, je voulais que le lecteur soit pris dans une sorte de tour de magie, et qu'on soit à la fois sans cesse surpris, et sans cesse touché, saisi par ce qui va arriver à ce personnage et à sa troisième main. Ils sont tous les deux perdus. Lui, il est perdu parce qu'il a cette troisième main accrochée à lui et qu'il ne sait pas ce que va devenir sa vie. La troisième main, elle est totalement perdue puisqu'elle n'a plus qu'un ce bout de corps qui représente l'intégralité de son être, mais elle a quand même une pensée puisqu'elle peut dialoguer et écrire. Donc, ce sont deux errants qui avance dans un moment de l'Europe qui est déchiré, qui est pendant la guerre et qui est ensuite après la guerre. Et voilà. Mais je te disais, je parlais tout à l'heure d'Edgar Poe et des livres anglais, des romans de la fin du 19e et des nouvelles surréalistes du début du 20e siècle ou fantastiques. Mais une des choses que j'avais en tête, même si ce n'est pas une référence peut-être pas la plus littéraire, mais en tout cas celle qui est la plus du côté du plaisir pour moi, quand j'étais enfant, ça a été mon premier grand plaisir de lecture, c'était la découverte d'Harry Potter à 8 ou 9 ans, et je me souviens de la rencontre de cette sensation qui est une sensation bien connue, d'avoir envie de sortir de table plus tôt pour retrouver son livre, d'avoir envie de ne pas dormir pour lire tout le livre d'un coup, et d'oublier
que je suis en train de lire un livre et que je tiens des pages entre mes mains, tellement je suis immergé dans le décor, l'univers que déploie ce roman. Et voilà, il n'y a pas de raison que les adultes ne puissent plus vivre ce genre de sensation, que ce soit réservé aux enfants. Et il y a une partie de mon désir d'écriture qui était la volonté de recréer cette sensation dans un livre qui me ressemblerait, dans un livre qui ne serait pas Harry Potter, qui serait tout autre, mais qui pourrait produire essayer de produire cet enchantement de la fiction. La troisième main se passe il y a un peu plus d'un siècle, mais pour moi, elle parle aussi d'aujourd'hui parce que je crois qu'on vit une époque très psychologique et psychologisante. On est envahi d'applications de méditation, de yoga, de calcul du sommeil, de calcul de l'alimentation, de morning routine, d'evening routine, à tel point qu'on voudrait nous faire croire que, à peu de choses près, on ne serait pas loin, à deux doigts, si je peux utiliser cette expression, de créer un humain parfait. Or, je pense que c'est important de rappeler, de toujours rappeler, et il me semble que l'art et les artistes sont aussi là pour ça, qu'il y a en chaque homme et en chaque femme une part obscure, ténébreuse, pas forcément malveillante, mais en tout cas énigmatique et imprévisible. Alors, qu'on pourrait appeler une troisième main peut-être. Pour moi, la troisième main, c'est pas que la pulsion sexuelle, c'est la pulsion au sens large. Ça peut être la jalousie, l'agressivité, ça peut être la drogue, l'alcool, la mélancolie à certains égards, cette envie étrange qu'on peut avoir parfois de détruire, de se détruire. Bref, simplement une part aveugle, incontrôlée, avec laquelle on négocie toute sa vie et qui permet aussi aux artistes de créer. Voilà, je pense que on a tendance à notre époque à un peu vouloir penser que l'inconscient est une chose ancienne, attachée à Freud au début du XXe siècle, et que voilà, maintenant on est dans la conscience. Voilà, je pense que c'est une idée fausse et que c'est ce qui rend la vie humaine passionnante, et qu'il ne faut pas l'oublier, que nous avons tous en nous une ou des troisièmes mains. Les courts chapitres, c'était une manière de me forcer à me concentrer sur les événements, à ne pas me laisser, parce que stylistiquement, toute cette, alors pas les nouvelles, mais tous ces romans fantastiques si on prend par exemple le portrait de Dorian Gray, ce sont de longues envolées de textes, il y a une forme de lyrisme qui est attachée à toutes ces histoires fantastiques, et je savais que mon approche de ce monde-là, je voulais qu'elle soit, que le tempo soit enlevé, je voulais qu'elle soit vive, et je voulais qu'on ait une sensation une sensation de cinéma, peut-être un peu. Mes chapitres sont presque davantage des séquences que des chapitres, et je me suis forcé à ce que chaque chapitre soit court, voilà, pour ne pas basculer dans le lyrisme, et pour rester proche des faits. Mon personnage, Paul, n'est pas écrivain, mais il écrit son journal. Il rappelle à plusieurs reprises qu'il n'est pas écrivain. Et donc, lui, son idée, c'est de raconter par épisode les différents éléments extraordinaires de la vie qu'il a vécu. Par exemple, ce moment où il est projeté dans la fosse aux lions du bois de Vincennes, et où sa troisième main va l'aider à ne pas être dévoré par les fauves. Il est très matter of fact, il est très proche des faits, et voilà, je me suis forcé au moment d'écrire à ne pas dépasser une certaine limite pour chaque chapitre. L'humour du texte, pour moi, c'est un humour qui est très... En fait, il y a quelque chose qui m'amuse dans ce personnage, c'est qu'il est beaucoup... Il fait tout ce qui se passe, tout ce qu'il dit, c'est beaucoup malgré lui. Un peu comme son rapport à sa troisième main. Mais l'humour est très involontaire dans ce texte. Pour moi, il décrit les choses, mais il ne se rend pas compte en les décrivant qu'il est un peu désuet, qu'il est un peu naïf, qu'il est un peu ingénu. Il y a toujours un décalage entre l'horreur de la situation et son approche presque naïve des choses.
il répète à plusieurs reprises qu'il ne se sent pas écrivain, et pourtant il est en train d'écrire un livre. Ce qui est sûr, c'est que d'avoir une troisième main accrochée au nombril, ça ne le fait pas du tout rire. Alors que la situation pourrait être grotesque, mais lui, ça ne l'amuse pas parce qu'il est obligé de vivre avec. Et avec cette question que pose le livre, quand même, si la troisième main, c'est ce que la psychanalyse appelle la jouissance, c'est-à-dire pas du tout uniquement une jouissance sexuelle, mais une sorte de mouvement qui est à la fois sublime et destructeur. La question se pose de savoir si, en supprimant la jouissance, en coupant la troisième main, on peut continuer à vivre. Peut-on continuer à vivre sans une troisième main? Peut-on continuer à vivre sans une part non domestiquée? Peut-on continuer à vivre sans une forme de sauvagerie en nous, même si nous la domptons, même si nous ne lui laissons pas la place d'intervenir? Peut-on continuer à vivre sans se dire qu'il y a toujours de l'imprévisible en nous et qu'il y aura toujours une difficulté à négocier avec cet imprévisible et que nous sommes toujours exposés à quelque chose qui est en nous, mais qui peut agir contre nous. J'ai l'impression que c'est ça aussi qui fait le sel et la valeur de la vie humaine, et que si tout était si simple, il n'y aurait pas de livres, il n'y aurait pas d'écrivains, il n'y aurait pas de cinéastes, il n'y aurait pas d'amour, il n'y aurait pas de plaisir non plus. Donc voilà la question de la troisième main, la question de ce qui est en moi mais que j'ai du mal à contrôler en moi, elle me passionne. Mais effectivement, je voulais que cette histoire soit au premier degré. Tout ce que je dis là symboliquement, le personnage, lui, il n'y réfléchit pas. Parce que de toute façon, lui, il a vraiment une troisième main. Donc il n'est pas dans le symbole. Il est dans comment faire pour la cacher, comment faire pour l'empêcher d'attaquer les gens, comment faire pour l'empêcher de toucher la femme que j'aime, etc., etc. Il est dans des préoccupations très concrètes. Donc il y a un jeu permanent entre ce qu'on peut imaginer symboliquement, mais de notre place de lecteur, et ce que lui vit, qui est au premier degré face à son récit, et qui doit survivre quand voilà. Quand on repeint une salle de classe et qu'on a une troisième main, ça permet de tenir 3 pinceaux en même temps, ou 2, mais voilà. C'est bizarre parce que donc cette troisième main, on va découvrir qu'elle appartenait à un soldat allemand qui s'appelle... Oui, et quand tu parlais de la guerre, il y a aussi cette idée que... j'espère que le livre, non pas dénonce, parce que c'est pas mon but, mais souligne... La guerre est revenue en Europe là, depuis 1 ou 2 ans, alors que personne ne s'y attendait. Nous vivions sur un continent où la guerre n'était plus un mot d'actualité. J'espère que ce texte souligne l'aberration de la guerre, en tout cas. Et elle a été assez commentée et documentée en ce qui concerne la Première Guerre mondiale. Mais oui, elle appartenait à ce soldat qui s'appelait Hans, qui n'est pas un mot très éloigné de Hand. Et un lecteur m'a dit qu'il trouvait que le personnage, donc le narrateur, traitait de manière trop dure sa troisième main, qu'il était trop violent avec elle, et qu'il lui en voulait trop et qu'il n'essayait pas de la comprendre. Comme si... enfin, elle existe d'ailleurs. Alors, c'est vrai qu'elle a des excuses, cette troisième main. Si j'étais son avocat, je pourrais dire, écoutez, elle a des excuses. Elle n'a plus qu'un bras pour exister. Enfin, ça voilà, l'intégralité de ce bras, c'est devenu l'existence de Hans, qui sait qu'il ne retrouvera jamais son corps, sa tête, le reste de ses membres. Et il n'a plus que sa conscience, qui flotte quelque part, et la possibilité de dialoguer avec un crayon et un papier, et d'exister, d'atteindre le monde, de toucher le réel, par ce seul membre, survivant. Donc elle a des excuses. Et puis en plus, il a été jeté sur le champ de bataille, comme plein d'autres jeunes soldats allemands. Il est donc mort.
Voilà. Cela dit, c'est toute la question de... Quand je pose la question de la troisième main, c'est voilà, à quel point doit-on excuser les troisièmes mains? Ont-elles ont-elles des circonstances atténuantes quand cette troisième main vient étrangler la jeune infirmière Clara parce qu'elle a dit du mal d'elle, qu'elle l'a comparée à une chose monstrueuse, à un sale machin, quand cette troisième main tue un pauvre petit lapin que les enfants d'une classe s'attendent à voir ressortir d'un chapeau. Alors, est-ce qu'elle a toujours des... Est-ce qu'on peut tout lui pardonner? Non. Pour moi, cette troisième main, mais c'est là où peut-être l'histoire... enfin, j'ai imposé une morale malgré moi, parce que c'est pas un conte moral, mais cette troisième main va quand même avoir raison de la vie du personnage, et petit à petit, comme une sorte de monstre intérieur qu'on n'aurait pas réussi à maîtriser, va prendre de plus en plus de place jusqu'à le dominer. Une lectrice m'a dit que certes cette troisième main était terrible et malveillante, même si elle n'est pas que ça, mais en même temps elle offrait au personnage un destin. Et c'est vrai, au début du livre, quand on découvre Paul, c'est quelqu'un qui n'a pas d'histoire. Il est sans histoire. C'est un adolescent qui vit avec ses parents, puis bientôt juste sa mère, à Besançon, qui est dans une classe, qui fait ses études, il se destine à exercer un métier normal dans une ville moyenne, de province, au début des années 20. Bon. Et puis, il y a la guerre qui éclate. Bon, ça arrive à beaucoup... Enfin, beaucoup de gens ont vécu l'éclatement de la guerre à cette époque. Mais là-dessus, il y a cette troisième main qui vient se planter dans son corps. Donc c'est à la fois un accident fondateur, c'est décrit comme tel, un désastre total, et en même temps le début d'une aventure unique, et qu'il sera le seul à vivre. Et il a quand même cette conscience, qui est une conscience d'écrivain, bien qu'il ne se sente pas écrivain, qui ait l'envie, a posteriori, de documenter ce destin très particulier qui a été le sien, et qui a été la vie avec cette troisième main. Il a quand même conscience que ce serait dommage de perdre le récit et l'image de cette aventure. Et quand je parle d'image, c'est à dessein, parce que tout à l'heure j'évoquais des livres, mais tous ces textes, que ce soit le Passe-Muraille, le portrait de Dorian Gray et d'autres, sont pour moi des textes qui impriment, au-delà de leur narration, une image dans l'esprit du lecteur. Et l'image, par exemple, de ce portrait qui vieillit dans le grenier, alors je ne sais même plus si c'est dans le grenier, mais en tout cas qui vieillit chez Dorian Gray tandis que lui reste jeune, c'est quelque chose qui restera en moi pour toujours. Et voilà, j'aimerais que les lecteurs de ce livre, quand ils auront oublié toutes les péripéties et la cavalcade de ce Paul, gardent en eux l'image, au sens cinématographique, d'un corps auquel est cousue une main vivante qui prend des décisions. Donc évidemment, je pourrais parler d'Édouard aux mains d'argent, qui est un film que j'ai adoré. Comme je te disais, je rêve que Tim Burton puisse un jour lire ce livre. Et je pense aussi à l'Elephant Man de David Lynch, à ce personnage défiguré. Et ma sœur, qui est en train de lire le livre, me parlait hier de Johnny s'en va en guerre, c'est ça, ce film en noir et blanc qui raconte l'histoire d'un homme tronc qui a perdu les 4 membres pendant la guerre, et encore une histoire de membres et de comment on peut être piégé dans son corps. Voilà, l'image était très importante pour moi. C'est vrai que je voulais qu'il se passe une chose par page, et qu'on soit emporté par un flux d'émotions
de péripéties. Et en même temps, je n'aime pas l'idée qu'il faille choisir dans la littérature entre les péripéties, entre l'aventure et entre le style. Je voulais pas choisir entre le style et l'aventure. Je voulais que... Et en même temps, le style n'est pas, pour moi, c'est pas du grand style. C'est la manière que peut avoir un garçon qui n'a pas fait beaucoup d'études au début du XXe siècle de s'exprimer en voulant bien faire. Et donc le style de ce livre, il est aussi le fruit à la fois de ses maladresses, à la fois du fait qu'il n'a pas lu beaucoup de livres, et à la fois de sa volonté de faire écrivain. Il y a quelque chose que je trouve touchant dans le récit de ce garçon qui, au moment où il écrit, ne pense pas qu'il va être lu. Pour moi, il n'écrit pas... Donc, je veux qu'en lisant ce livre, on ait l'impression d'ouvrir une sorte de carnet secret qui n'était pas destiné à nous et qui raconte une histoire comme quelque chose qu'on aurait pu retrouver dans un coffre, dans un grenier plein de poussière, et qu'on commence à lire cette chose en se demandant si elle est vraie ou pas, mais elle a l'air tellement vraie parce qu'elle est sincèrement racontée. Et il y a une des choses qui m'émeut dans ce personnage, c'est que lui, sa vie va vers le gouffre, et nous on le voit, mais il ne savait peut-être pas qu'on serait un jour par-dessus son épaule pour l'accompagner dans ce trajet et pour lui apporter quand même notre compassion.